Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du bilan thermique du corps humain, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à sa température d'abord. Alors, pour évaluer et mesurer la température, il faut un thermomètre. Vous le savez, c'est pas forcément très agréable de prendre sa température parce que ça doit se faire à certains endroits particuliers du corps. Pour s'en rendre compte, le mieux en réalité, c'est d'utiliser une caméra thermique. Avec une caméra thermique, je peux voir ça. Ici, c'est un bébé que j'ai représenté, d'où sa forme un peu particulière, là, hein, c'est pas un Bouddha. Et avec une caméra thermique, je peux mesurer les infrarouges qui sont émis par le corps et en déduire la température de chacune de ces parties. Première surprise, le corps humain n'est pas à 37,5 degrés partout. En fait, 37,5 degrés, c'est uniquement dans la tête et le tronc, c'est-à-dire le thorax et l'abdomen. Ça, c'est ce qu'on appelle le noyau thermique ou noyau central. Et on le distingue des parties périphériques du corps, c'est-à-dire les bras, les jambes et la bouche, qui ont une température complètement variable. Ici, on peut voir que les mains et les pieds sont même à la température ambiante de la pièce. Donc, la température du corps à 37 degrés, ce n'est vrai que dans une partie centrale et qui est bien protégée de l'extérieur par une couche isolante. Si on regarde précisément ce dessin, on voit qu'on a du bleu là, donc des températures relativement froides, partout au niveau de la peau, autour du noyau thermique. Donc la peau est un isolant. Et c'est pour ça qu'elle est riche en graisse d'ailleurs, cette graisse sert d'isolant pour éviter une trop grande perte de chaleur ou au contraire une trop grande pénétration de chaleur depuis l'extérieur. Donc quand on parle d'homéothermie, c'est-à-dire le fait de conserver constante la chaleur du corps, en réalité, ça ne concerne qu'une partie de ce corps. Alors au fait, pourquoi avoir des parties du corps comme ça, beaucoup plus froides? Eh bien, pour refroidir le corps justement. Bon, bien sûr, un bras et une jambe a bien d'autres rôles que simplement refroidir le corps. Sur le plan thermique, c'est à ça que servent ces organes, à rafraîchir le corps. La bouche ici sert à rafraîchir le cerveau. C'est même pour ça que les chiens halètent, vous savez, ils tirent la langue comme ça. Ils font ça pour refroidir leur cerveau qui se trouve juste derrière là. En l'occurrence, ici, j'ai dessiné un pied. Si vous regardez ce pied avant de faire un exercice physique, on voit que la répartition de chaleur n'est pas du tout la même qu'après un exercice physique. Ce qui est remarquable, c'est que la chaleur du corps qui vient du haut, ça c'est le dessus du pied, elle est refroidie jusqu'aux orteils là par un système qu'on appelle un système à contre-courant. Et ce système fonctionne particulièrement bien quand on fait un effort physique. En effet, la chaleur va se répartir dans le pied, mais on arrive à refroidir le sang qui arrive jusqu'au bout des orteils, là comme ça. Donc véritablement, les extrémités sont des climatiseurs du corps. Alors maintenant, on va plus s'intéresser qu'à la partie centrale du corps et se poser la question suivante. Comment maintenir constant la température du noyau central? Alors pour ça, il faut considérer deux aspects, les pertes et les gains. On perd de la chaleur par un ensemble de mécanismes qu'on regroupe sous le terme de thermolyse, c'est-à-dire destruction de chaleur. Et on gagne de la chaleur par un phénomène dit de thermogenèse. Et pour avoir une température constante à 37 degrés, ce qu'on appelle l'homéothermie, il faut que la thermogenèse, en rouge, soit égale strictement à la thermolyse, en bleu. Alors ça, c'est en particulier vrai quand on est à des températures idéales à l'extérieur, dans une pièce, et quand on est normalement habillé. Quand la température est de l'ordre de 19 à 23 degrés, on perd très peu d'énergie. La thermolyse et la thermogenèse sont au minimum. Dès qu'on se place dans un environnement plus froid, la thermolyse augmente et du coup la thermogenèse, pour compenser cette thermolyse, doit augmenter. Alors, on s'intéresse pour commencer à la thermolyse. Comment le corps perd de la chaleur? Eh bien, c'est très simple. Le premier mécanisme, on le voit rien qu'en regardant ce bébé là. Si j'arrive à voir sa chaleur avec une caméra thermique, c'est qu'il perd de la chaleur par rayonnement. L'émission de chaleur par rayonnement, elle est relativement importante. Elle est de l'ordre de 50% de la chaleur perdue par le corps. Le corps perd également de la chaleur par contact avec des objets solides, comme par exemple le sol. Alors du coup, c'est très faible parce que ça ne concerne en général que les pieds. Si avec mes mains, je prends deux objets comme ça, un en bois et un en métal.
je ne ressens pas du tout la même chose au niveau de mes mains. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. La température de cet objet, c'est 21 degrés. C'est la température de la pièce, c'est la température que je lis sur le thermostat. Et ça, c'est aussi 21 degrés. Les deux sont à la même température. Et pourtant, quand je mets ma main comme ça, je ressens une perte de chaleur beaucoup plus grande par le métal que par le bois. En effet, le bois est isolant alors que le métal, là, il est conducteur. Conducteur de courant, vous le savez, mais aussi conducteur de chaleur. Et c'est pour ça qu'on appelle ce mécanisme de perte de chaleur la conduction. En effet, elle est liée au contact avec un objet et à la perte de chaleur en fonction de sa conductivité. Là, le bois étant faiblement conducteur, la chaleur s'accumule entre le bois et ma main, et du coup j'ai même l'impression au bout d'un moment que ça me chauffe. Mais en fait, c'est ma chaleur que je ressens, comme quand vous êtes assis sur une chaise ou sous une couette, dans le lit. Alors que là, je perds toute ma chaleur, tout va dans le métal et ensuite ça part dans l'air parce qu'il est très conducteur. Je le mets au niveau des pieds parce que c'est essentiellement là que ça se passe. D'où l'intérêt de mettre des chaussettes ou des chaussures, et en particulier l'hiver sur un sol froid. Alors, en termes de quantité, on est à moins de 10% de perte de chaleur par ce biais-là. L'autre perte de chaleur, c'est le vent. Dès que vous avez du vent qui vient sur votre visage, là, ou si vous êtes dans l'eau aussi, hein, vous perdez de la chaleur, mais en raison d'un mouvement de matière. C'est ce qu'on appelle la convection. Alors, la convection, c'est à nouveau une perte, hein, je vais la représenter comme ça, qui est liée au vent essentiellement. Tout ça, c'est de la perte. C'est ce qu'on appelle de la thermolyse. Il y a un dernier mécanisme de perte, c'est la transpiration. Alors, tout le monde transpire et tout le temps. Même quand on ne fait pas de sport, on transpire. Là, vous transpirez en me regardant et je transpire, moi, en vous faisant cette vidéo. C'est une perte d'eau. Cette perte d'eau, elle fait qu'on a de l'eau à la surface du corps, comme ça, qui s'évapore. Et quand on vaporise de l'eau, on capture de l'énergie à l'intérieur du compartiment qui se situe juste en dessous. C'est le phénomène du frigo. Un frigo, c'est froid parce que vous avez un liquide derrière le frigo qui s'évapore en permanence et cette évaporation-là prend de l'énergie à l'intérieur du frigo. Du coup, ça le refroidit. Du coup, je vais rajouter un dernier mode d'évacuation de la chaleur. C'est la transpiration. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais le rayonnement, on en reçoit aussi. Hein, de la part du soleil, on est chauffé par l'extérieur. Oui, c'est vrai. On reçoit un petit peu de chaleur par l'extérieur, mais c'est négligeable. Je le mets là, c'est tout petit. La convection, on peut recevoir aussi de la chaleur si on se met à côté de son convecteur thermique ou si on se met dans un vent chaud, mais enfin c'est très rare. Hein. Du coup, on peut aussi recevoir un petit peu de chaleur par convection, mais c'est négligeable. Également, par contact avec le sol, si on est sur un sol chauffant, on peut recevoir un petit peu de chaleur aussi comme ça, mais à nouveau, ça compte pour presque rien. En effet, la chaleur du corps, la thermogénèse, n'est pas due à l'extérieur, mais au contraire à l'intérieur de notre corps. On dit qu'on est endotherme, hein, ce qui s'oppose aux lézards ou aux crocodiles qui eux sont ectothermes et prennent la chaleur de l'extérieur. Nous, notre chaleur provient pour l'essentiel de l'intérieur du corps. Alors comment on fait pour produire de la chaleur à l'intérieur du corps? D'où vient cette chaleur? D'abord, il faut savoir ce que c'est que la chaleur. La chaleur, c'est un transfert d'énergie au sens strict. Donc ça qualifie l'énergie. Et la température, au fait, c'est une mesure de l'énergie cinétique des particules. Regardez cette animation. Vous avez ici des molécules d'air qui se déplacent. La température mesure l'énergie cinétique de ces particules. Si j'accélère la vitesse de ces particules, j'augmente la température. Et au contraire, je diminue la température si je ralentis cette énergie. La chaleur, c'est le transfert de cette énergie d'un corps à un autre. Alors, notre chaleur interne provient tout simplement des aliments qu'on a mangés au cours de la journée. Prenons un aliment comme celui-là. Vous connaissez tous, hein, c'est une pâte à tartiner. Oui, ça vous fait envie. Alors, si on regarde l'étiquette qui est là juste derrière, je vois que pour 100 grammes de produit, j'ai une quantité d'énergie de 2200 kJ. Alors, 100 grammes, c'est 4 cuillères à café. 4 cuillères à café, vous avez 2200 kJ. Et là-dedans, on trouve 58 grammes de glucides. Ça fait 60% en gros sur 100 grammes, là, c'est des glucides comme le glucose. Le reste, c'est de la matière grasse. Alors, comment on fait pour prendre l'énergie du glucose, au fait? C'est très simple, c'est la respiration qui le permet. En effet, si vous prenez du glucose, vous mettez en contact de l'oxygène, et à condition d'avoir une température suffisamment élevée dans le milieu, vous libérez l'énergie, hein, c'est une combustion, et vous libérez aussi des gaz qui sont évacués par les poumons.
Cette réaction-là, elle n'a pas lieu dans les poumons par contre, hein, elle a lieu à l'intérieur de toutes les cellules du corps. Okay, c'est la réaction de la respiration. Et cette réaction libère l'énergie du glucose. Cette énergie, elle sert à faire ça, du mouvement. Donc ça, c'est de l'énergie cinétique, hein, c'est de l'énergie mécanique en fait. Mais ce n'est vrai qu'à 20% à peu près. C'est-à-dire qu'il y a 80% de l'énergie qui est libérée là, qui en fait va être convertie en chaleur, c'est-à-dire qui va être dispersée sous forme de chaleur à l'intérieur du noyau central. Et voilà d'où vient la chaleur. La chaleur, c'est 80% de l'énergie contenue à l'intérieur des aliments et qui se libère via la respiration. Alors on peut faire des petits calculs comme ça, connaissant l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT, tout ça, on peut connaître le volume d'un gaz aux conditions normales de température et de pression. Alors on retiendra pour faire hyper simple que 1 litre d'oxygène, ça libère 20 kJ. Et donc si j'arrive à évaluer la consommation d'oxygène en litres par minute, je pourrais évaluer la quantité d'énergie qu'il libère par minute. C'est ce qu'on appelle la vitesse du métabolisme, ça. Alors, prenons un sujet, vous en avez un ici, regardez, on met un tuyau dans sa bouche, tout ça, comme ça on arrive à évaluer sa consommation en oxygène, et on place ce sujet au repos. Et alors là, on regarde ici, il a utilisé 0,25 litres d'oxygène en 1 minute. Alors ça correspond à combien d'énergie? Eh bien, il faut prendre la calculatrice. C'est comme ça en enseignement scientifique, hein, on calcule. Donc 0,25 litres d'oxygène multiplié par 20 kJ, ça me donne 5 kJ. Donc le sujet là a libéré 5 kJ du glucose en 1 minute. Alors par jour ça fait combien? Je multiplie par 60 minutes, je multiplie par 24 heures et ça me donne 7200 kJ par jour. C'est la vitesse de son métabolisme là, dans une journée, au repos. On est proche de ce qu'on appelle le métabolisme de base. Alors maintenant, je voudrais en déduire ça, ce qu'on appelle la puissance thermique du corps. La puissance thermique du corps, c'est en watts l'énergie qui est libérée par le corps, sous forme de chaleur. Et donc, ça correspond à ça, mais mis en watts. Alors, pour passer de kilojoules par jour en watts, sachant que 1 watt, c'est 1 joule par seconde, alors il faut que je multiplie ça par 1000, donc je multiplie ça par 1000, voilà, ça me fait 7 200 000 joules, mais ça c'est pour une journée, donc ensuite il faut que je divise par 24 heures, que je redivise par 3600 secondes, et ça me donne 83 watts. Oui, mais attention, 83 watts, c'est la puissance totale libérée par le glucose. Mais je vous rappelle qu'il n'y a que 80% qui sert à la puissance thermique. Et du coup, il faut que je multiplie par 80%. Donc je multiplie par 80 divisé par 100. Et ça me donne 67 watts. Voilà, la puissance thermique au repos, c'est 67 watts. Alors, est-ce qu'il faut retenir cette valeur? Non. Pour une raison que j'ignore, le programme et donc tous les livres qui ont été publiés pour ce nouveau programme-là d'enseignement scientifique, on a donné la valeur en ordre de grandeur. Donc c'est pas une valeur qu'il faut retenir comme ça, mais c'est un ordre de grandeur. Et l'ordre de grandeur, quand on est proche de ça, c'est 100 watts. Donc du coup, on retiendra 100 watts. 100 watts, c'est la puissance thermique libérée par un corps humain. Alors maintenant, on va se poser la question suivante, qui peut paraître complètement incroyable. Voilà un téléphone portable. Pour recharger un téléphone portable, il faut 10 watts-heure. Ça, c'est une énergie, hein, c'est-à-dire qu'il faut 10 watts pendant 1 heure pour le recharger. Du coup, il faut combien de temps pour recharger un téléphone portable que je poserai là, comme ça, dans une poche, contre moi? Je libère 100 watts, mais sur toute ma surface. Une poche, là, ici, ça représente environ 1%. Donc, sur ce niveau-là, je libère 1 watt. 1 watt, donc pour recharger un téléphone portable qui a besoin de 10 watts-heure, il me faut combien de temps? Réfléchissez. C'est simple, hein, il me faut 10 heures. Mais est-ce que je pourrais pas aller plus vite? Réfléchissez. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'augmenter ma puissance thermique? Et oui, c'est tout simple, il suffit d'augmenter mon activité physique, c'est-à-dire d'augmenter la vitesse de ma réaction métabolique. Si je produis plus d'énergie parce que je brûle plus de glucose, alors à ce moment-là, je vais augmenter ma puissance thermique. Et bien justement, en sportif, on lui demande ici pendant 2 minutes de faire une activité physique. Et là, regardez, il va utiliser 3 litres d'oxygène en 2 minutes. 3 litres d'oxygène en 2 minutes. Alors du coup, je fais le calcul là. 3 fois 20 kJ, ça me fait 60 kJ pendant 2 minutes. Mais on sait qu'au repos, il utilisait déjà 5 kJ par minute. Donc 10 kJ en 2 minutes.
Du coup, c'est 60 kJ moins 10 kJ, ça fait 50 kJ libérés uniquement grâce à l'activité physique. Ça va? Vous me suivez? Et ça fait combien de watts ça? Eh bien, on multiplie par 1000. Donc ça me fait 50 000 joules. Et ça, c'était en 2 minutes, donc je divise par 120 secondes. Et ça me donne 416 watts. 416 watts, c'est la puissance libérée par mon activité supplémentaire, un petit footing à 8 km/h environ. Si je rajoute la partie métabolisme de base, en fait, j'obtiens 500 watts. Ça, c'est la puissance qu'on libère quand on fait une activité physique. Et là, on voit qu'on peut recharger un téléphone portable beaucoup plus rapidement du coup. Parce que si je libère 500 watts, j'ai pas besoin d'une heure pour recharger un téléphone qui se recharge avec 10 Wh. Voilà, vous en savez assez sur le bilan thermique du corps humain. Vous voyez qu'en réalité, on n'a pas du tout parlé de thermorégulation, de notion de chair de poule, de vasoconstriction, de vasodilatation, parce que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, ici, c'est uniquement de parler en termes de puissance thermique. Voilà, c'est ça l'enseignement scientifique. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.